este trabajo y un poquito también, si nos lo permite él, de las anteriores. Y bienvenido. Y podemos saber cómo empezaste tú en esto del dibujo. J'ai commencé, moi comme beaucoup de gens de ma génération, j'ai arrêté de lire de la bande dessinée vers la fin des années 80. Je travaillais dans le dessin animé et en allant en France, j'ai découvert les auteurs qu'on appelle maintenant du mouvement indépendant, principalement ceux qui travaillaient dans une maison d'édition qui s'appelle l'Association. Et voilà, ça a été pour moi une découverte parce que là, il y avait pour une fois des gens qui étaient de mon âge, qui racontaient des histoires de mon âge. Et je me suis dit, voilà, on peut aussi faire ça avec la bande dessinée. Et j'attendais un peu ça parce que depuis longtemps, j'ai lu de la bande dessinée depuis que je suis tout petit. Et je me disais, il me semble qu'on peut faire plus avec la bande dessinée que ce qu'on voyait à un moment où la bande dessinée s'est un peu arrêtée dans un style qui était un peu science-fiction, fantastique, avec toujours le même format de page, 46 pages couleur. Donc voilà, c'était ma rencontre avec ce mouvement de bande dessinée indépendante qui était tout petit à l'époque. En fait, il se trouve que j'étais avec eux quand j'ai fait une des premières bandes dessinées avec eux, Shenzhen. On a vendu 2000 copies dans l'année et ils étaient contents et surpris de rééditer le livre. Donc voilà, c'était vraiment... Ça fait maintenant 20 ans, donc le paysage de la bande dessinée a beaucoup changé avec ce mouvement de bande dessinée indépendante et j'ai eu la chance d'en faire partie. ¿De alguna manera te sirvió el haber sido publicado en Estados Unidos? ¿Te lanzó a la fama? Les livres ont été traduits en anglais par un éditeur canadien qui s'appelle Drown & Quarterly. Alors ce qui est assez étonnant, c'est que mes livres donc français arrivaient un peu au Québec. Donc moi étant originaire du Québec, ça me faisait plaisir qu'ils soient là-bas. Mais c'était un petit éditeur, donc il n'y avait pas beaucoup de copies qui arrivaient de l'autre côté de l'Atlantique. Et quand j'ai édité... chez eux, quand les bouquins ont commencé à être traduits en anglais, donc Chronique Birman par exemple, ça s'est vendu assez bien. Et là, il y a plein d'auteurs québécois, il y a plein de Québécois qui ont découvert voilà, que je faisais de la bande dessinée par un éditeur anglophone, sachant que voilà, je faisais des livres en français à la base. Donc c'était un peu ironique, surtout pour un Québécois, d'être découvert par une maison d'édition anglophone. Bueno, así funciona generalmente el mercado. En cualquier caso, sí nos gustaría, al margen de esas aventuras, digamos, empresariales, que nos contaras el ciclo de tus viajes, estos 4 libros que hemos mencionado. Perdón. Hola, sí. No sé, por un momento pensaba que estaba funcionando todo bien. Le decía aquí que me gustaría que nos explicara cómo han sido estas 4 obras que componen sus viajes, en los que yo decía antes que tú habías caído casi por casualidad y de alguna manera te habían servido para cimentar tu popularidad, que yo creo que fundamentalmente se basa en esa visión distanciada que tienes de, digamos, estas visitas. Alors ça a commencé de façon assez simple. Moi je faisais des histoires courtes pour le magazine de cette maison d'édition donc, qui s'appelle l'Association et qui faisait un magazine qui s'appelait Lapin. Et je faisais des histoires courtes et pour gagner ma vie, je travaillais dans le dessin animé. Alors on m'envoie en Chine, j'y suis pour sous-traiter le travail. J'y suis allé 2 fois et la 2e fois, je me suis dit je vais prendre des notes parce que j'ai une très mauvaise mémoire et j'avais vraiment oublié une grande partie du premier voyage que j'avais fait en Chine. Donc voilà, je prends des notes et après je reviens en France et je relis ces notes et je me dis tiens, je pourrais peut-être faire quelques petites histoires de bande dessinée avec ces notes que j'avais fait en Chine. Parce qu'à l'époque, il y avait aussi beaucoup d'auteurs dans le mouvement de l'association qui faisaient de l'autobiographie. Et je me disais, voilà, ça me tentait, c'était une forme qui me tentait. Je me disais, ça serait étonnant de se dessiner et de raconter ces petites anecdotes de voyage. Donc ça n'a pas commencé, c'était pas destiné à être un livre, c'était des histoires courtes.
qui étaient publiées comme ça assez régulièrement, parce que j'en ai fait une, deux et trois, et il y avait beaucoup de retours, les gens aimaient beaucoup, et à un moment, l'éditeur s'est dit, ben, on va peut-être faire un livre avec ça, et c'est devenu Shenzhen, qui, voilà, à l'époque, a eu un succès, comme je vous disais, de 2000 copies. Et je ne pensais pas faire d'autres livres autobiographiques à cette époque-là. Il se trouve que l'année d'après, on m'a envoyé au Vietnam. Et je me suis dit, tiens, je vais faire un livre sur le Vietnam. Alors j'ai pris des notes. Je suis revenu du Vietnam et ma foi, je m'étais bien amusé. Il n'y avait pas de problème au studio. Les gens étaient très gentils. Et quand j'ai lu les notes que j'avais prises, voilà, je me suis dit, il n'y a pas grand-chose à raconter, autre que c'était sympa et c'était très agréable. Donc voilà, ça m'a servi de leçon. Et je me suis dit, c'est pas parce que je vais à l'étranger qu'il y aura toujours un livre à raconter. Donc maintenant, je suis parti avec cette attitude-là en Corée du Nord, en me disant, voyons voir, la Corée du Nord, on m'a proposé d'y aller, je me suis dit, pourquoi pas. J'ai lu tout ce que je pouvais sur le pays avant de partir. C'est pour ça que j'avais avec moi le livre de George Orwell, parce que dans ces livres, on parlait toujours du pays orwellien de 1984. Je l'avais déjà lu, mais je me suis dit, je vais le relire. Donc j'étais rendu à la moitié, et c'était le temps de partir. Je me suis dit, tiens, je vais le terminer là-bas, ça va être intéressant. Et oui, effectivement, c'est un contexte parfait pour le finir 1984 de George Orwell. Et je me suis retrouvé en Corée du Nord, et au bout d'une demi-heure, voilà, on me donne des fleurs. Il faut que je m'incline devant la statue qui fait au moins la hauteur du plafond ici de Kim Jong-il en bronze. Et voilà, c'était au bout d'une demi-heure, et je me suis dit, je crois qu'il y aura matière à faire un livre dans un pays comme ça. Et tous les jours, c'est à peu près. J'ai fonctionné de la même façon. J'ai pris des notes et en revenant, voilà, revenant chez moi tranquillement, je décide d'abord s'il y a matière à faire un livre ou pas. Et là, en Corée du Nord, c'était assez évident. Il y avait un aspect journalistique qui me faisait un peu peur, mais après, j'ai essayé de lire le plus possible sur le pays, sur le sujet, pour raconter les faits les plus précis, parce qu'il y a une partie qui est un petit peu journalistique. Et après, voilà, après, bien plus tard, j'étais amené à aller en Birmanie, mais là pour une période beaucoup plus longue avec ma femme et mon fils à l'époque. Et toujours de la même façon, je prends des notes, et là, sauf que là, ça a duré une année, je reviens et je mets dans le livre tout ce qui me paraît intéressant. Tout ce qui me paraît intéressant, bizarre, curieux et drôle. Et il y a plein de... On dirait que c'est une année extrêmement riche et incroyable, mais ça fait des livres de 200, 300 pages, et c'est toute une année au complet, donc il y a beaucoup de jours où il ne se passe pas grand-chose, et voilà, je tourne les pages de mes notes, et puis de temps en temps, il y a un truc à dire. Donc voilà, ça concentre tout ça en un livre. No estoy muy seguro de si verdaderamente pasaste miedo en Pyongyang, porque como lo hiciste después, con la distancia uno parece que ve las cosas mejor, pero bueno, era un sitio bastante amenazador, ¿no? Y tú, sin embargo, pues lo tratas de manera, como decíamos antes, distanciada y a veces humorística. Oui, dans un pays comme ça, l'humour vient un peu tout seul, je crois. Le décalage est tellement énorme que quand on le raconte, c'est-à-dire que, par exemple, l'anecdote quand je pose des fleurs et je m'incline devant une statue de Kim Jong-il, pour tous les Nord-Coréens, il n'y a rien de drôle là-dedans. C'est quelque chose que tous les étrangers doivent faire quand ils arrivent. Et voilà. Alors quand on le raconte en Europe, évidemment, il y a un côté assez comique parce que, évidemment, moi je suis là et je me dis, en me penchant, je me suis dit, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour gagner sa vie? Et tout de suite, ça devient comique. Mais bon, c'est comme ça que les choses se racontent et ça devient drôle du fait du décalage culturel, forcément. Après, moi, je n'étais pas en Corée du Nord menacé d'une quelconque façon. J'ai jamais vraiment eu peur là-bas, surtout que moi, je représentais, j'allais en Corée du Nord et c'était écrit dans le contrat que signait la Corée du Nord, c'est-à-dire qu'il y aurait dans le studio d'animation quelqu'un du studio français qui serait là pour contrôler la qualité. Donc j'étais dans le contrat d'une certaine façon et du fait j'étais protégé. S'il m'arrivait quelque chose, c'est le pays qui était responsable de moi. Donc j'étais vraiment, jamais j'ai senti la moindre peur. J'ai senti beaucoup d'ennui. Et puis voilà, le temps était long, il n'y avait pas grand-chose à faire. Et voilà, tout ce que je décris dans le livre, c'est par rapport aux notes que j'ai fait.
Mais jamais, non, jamais j'ai ressenti de la peur. Ya en los viajes que haces con tu mujer y tu niño, de alguna manera te condiciona la presencia de la familia. ¿Son menos aventureros esos nuevos volúmenes? ¿Son más documentales, menos aventureros? ¿O los lugares son más tranquilos? Les lieux sont, oui, sûrement plus tranquilles que la Corée du Nord, quoique c'est encore assez étonnant. Après, voilà, moi je me suis dit, en revenant de la Corée du Nord, je vais essayer de faire que de la bande dessinée, je vais essayer d'arrêter le dessin animé pour gagner ma vie, je vais essayer de me concentrer pendant quelques années à faire que ça. Et ma femme, qui travaillait déjà dans l'humanitaire avec Médecins sans frontières, elle m'a dit, bah, tiens, vu que maintenant tu peux travailler n'importe où, je vais faire des longues missions. Donc elle faisait des missions d'urgence. Quand j'étais en Corée du Nord, elle était en Afrique. Et là, voilà, on est parti donc pour une année. Il se trouve qu'on est allé en Éthiopie. Alors, on n'avait pas d'enfants à l'époque et j'ai dessiné. Elle travaillait beaucoup, donc comme toutes les missions, il y a beaucoup de travail. Et voilà, j'ai dessiné tout Pyongyang à Addis Abeba finalement. Donc, ça m'a servi de leçon aussi parce que malheureusement, si on va dans un pays et qu'on travaille beaucoup, on ne voit pas grand-chose du pays. J'en garde un très bon souvenir, mais voilà, j'ai passé quand même plus de 50% de mon temps à travailler dans une chambre, à faire les presque 200 pages que font l'album de Pyongyang. Après, c'était différent parce que quand on est allé en Birmanie, on était aussi pour une année. Et là, voilà, j'avais un enfant. Et pour tous ceux qui ont des enfants et qui doivent les garder, sauront très bien que c'est pas vraiment possible de travailler en même temps. Donc, il y avait quelqu'un qui gardait notre fils pendant la matinée, je l'avais l'après-midi. Donc voilà, je me suis vite rendu compte qu'il fallait que mes projets soient revus à la baisse d'une certaine façon. Et c'était pas plus mal, comme ça j'ai pas fait l'erreur que j'avais fait en Éthiopie, c'est-à-dire que ben voilà, je me suis promené avec ma poussette dans les rues de Pyongyang. Je devais être à peu près le seul à faire ça parce que les trottoirs sont pas vraiment faits pour les poussettes là-bas. Et voilà, une ONG comme Médecins sans frontières n'envoie pas une famille là où c'est dangereux. Donc la Birmanie, même si on la décrivait à l'époque, maintenant ça a changé comme étant la pire dictature après celle de la Corée du Nord. Moi je disais aux Birmans que je croisais, j'ai dit moi j'y suis allé en Corée du Nord et je peux vous dire que c'est pire que ce que vous vivez ici. Ils étaient vraiment très étonnés, ils croyaient qu'ils étaient, ils étaient les oubliés de la Terre. Euh, donc voilà, il n'y avait pas de danger en Birmanie, aucunement. Non, c'était vraiment pour les Birmans qui étaient là. Évidemment, la vie était sûrement très difficile parce qu'ils vivaient sous un régime qui était pesant, mais pour un étranger, il n'y avait pas de danger. Cuando dices que tomabas notas, entiendo que también tomabas apuntes del natural, ¿no? De los ambientes, los edificios, los lugares por los que pasabas. Non, vraiment, c'est du factuel. On a vu telle personne aujourd'hui qui est venue à la maison. On est dans la nouvelle maison qu'on nous a attribuée. Et en fait, je fonctionne beaucoup avec la mémoire aussi parce que je relis mes notes et ça me rappelle, ah oui, tiens, donc cette personne qui est venue, mes notes me servent surtout à rafraîchir ma mémoire. Et donc je me rappelle que, ah oui, cette personne, ça serait intéressant de la mettre parce qu'on va la revoir souvent au courant de l'année et puis c'est un personnage qui va devenir important. Donc voilà, il y a des choix aussi qui se font et qui se font de façon narrative parce qu'il faut aussi raconter une histoire. Évidemment, quand c'est des chroniques, on arrive au début à l'aéroport et on s'en va avec l'avion, donc l'histoire se crée un peu seule, mais il y a des personnages qui reviennent, il y a des situations qui reviennent, c'est-à-dire qu'au début, on m'a dit que Aung San Suu Kyi habitait au coin de la rue, donc j'ai trouvé ça extrêmement fascinant. Après, c'est revenu, j'explique que j'essaie de passer avec ma poussette devant la maison, mais comme il y a un checkpoint, on ne peut pas. Donc il y a une narration qui s'installe parce que quand on relit toute une année, on choisit de mettre ça ou ça, et là, c'est un équilibre à trouver pour celui qui a envie de raconter une histoire, parce que prendre des notes, c'est bien beau, mais après, il faut les mettre faut les mettre en scène et il faut les raconter de façon à ce que le lecteur ait envie de tourner les pages. Moi, quand on me dit, voilà, j'ai acheté ton bouquin hier, et hier soir, je l'ai lu d'une traite, j'ai pas pu m'endormir, voilà, ça me fait plaisir, parce que je me dis, voilà, j'ai fait un bon boulot de narrateur.
D'un autre côté, je me dis, j'ai quand même passé plus d'une année à travailler sur cet album, ça serait pas mal qu'il le lise un peu plus lentement. Donc voilà, c'est un double, voilà, un double choix, bonheur et tristesse. Bueno, una cosa hay que decir en honor a la verdad, Guy, es que no te empeñaste en dibujarte mucho más guapo. De hecho, yo creo que te dibujas más feo de lo que eres. Ah bon. Ben, j'ai tendance à... Oui, non, en fait, c'est assez commun. Après, c'est vraiment des traits qui sont simplifiés. Le dessin a évolué, on le voit sur Shenzhen, qui est un petit peu plus réaliste. Il a évolué pour devenir une forme presque d'écriture, le dessin, et c'est simplifié avec une ligne claire. Il y a aussi une rapidité d'exécution qui fait que je peux dessiner à peu près une page par jour, ce qui est assez confortable comme ça. Le projet avance assez vite et quand on fait un dessin, une bande dessinée de 300 pages ou même la dernière qui fait plus de 400 pages, il faut réfléchir à ça au début parce que si on passe une semaine à faire une page, eh ben, j'y serai encore et voilà, Escapar n'existerait pas encore sur la table. Donc il y a une rapidité d'exécution. Et aussi, moi, quand je regarde les autres gens qui se dessinent, quand on regarde Joe Sacco, je ne sais pas si vous avez déjà vu Joe Sacco, de quoi il a l'air, mais en fait, c'est vraiment un beau garçon, il a vraiment un joli visage, et il se dessine pas terrible. Et je me dis, tiens, moi, c'est pas exprès, mais quand on. Voilà. Et pareil pour avoir vu d'autres gens. Sauf peut-être à l'expression de Marjane se dessine peut-être un peu plus jolie qu'elle est. Mais autrement, je regarde Mathieu Sapin, c'est pareil. On a tendance peut-être, pour peut-être éviter les critiques, à se dessiner un peu moins bien qu'on est. Bueno, mientras todo esto ocurría, mientras Guy Delisle hacía todos estos álbumes, tenía ahí guardada una historia que le habían contado tiempo atrás, que es la historia de Christophe André, que es el protagonista del álbum que hoy viene a presentar, este Escapar, historia de un rehén. Bueno, estando cercano al mundo de las ONGs, supongo que conociste a Christophe André justamente por eso, ¿no? Voilà. J'ai d'abord lu l'histoire de Christophe dans le journal et j'ai trouvé son histoire vraiment fascinante, à tel point que j'en ai parlé dans Shenzhen, parce qu'à un moment, je me retrouve donc en Chine avec des gros problèmes de communication et je me rends compte que je vais être dans une situation très isolée. Et pour me remonter le moral, je repense à l'histoire que j'avais lue dans le journal un peu avant, de Christophe André, qui lui avait vécu isolé et qui s'était échappé. Donc c'est assez étonnant parce que j'en ai parlé dans Shenzhen et un jour on passe à Médecins sans frontières à Paris parce que voilà, ma femme travaillait là-bas et j'avais des amis aussi qui étaient là-bas et on me dit tiens, il y a Christophe qui est là, tu parles de son histoire dans ton album, il va venir manger avec nous. Non, j'étais assez surpris parce que je rencontre Christophe et je me dis, tiens, quelqu'un qui est kidnappé, habituellement, et ils n'ont pas envie de parler, de revenir sur leur histoire parce que c'est souvent de l'ordre du traumatisme. Et commencer à poser des questions à un ancien kidnappé, bon, c'est un peu délicat. Il se trouve qu'avec Christophe, c'était pas délicat du tout. C'est lui-même qui me disait, oui, il me racontait que lui, finalement, il s'est fait kidnapper, mais il est sorti plus grand de cette histoire que ce qu'il était avant. Et d'ailleurs, j'ai mis sur mon blog un interview qu'il a donné juste après qu'il soit rentré en France. Et il dit très clairement, il dit, je me sens dans la situation d'un joueur de football qui a marqué le dernier but et qui a gagné la partie. Donc voilà, pour lui, il n'y avait pas de traumatisme et il disait la meilleure thérapie, c'est de s'échapper. Et c'est ce que lui, il avait fait. Donc il s'était échappé et il avait pu voilà, partir à la barbe de ses ravisseurs. Et je lui posais plein de questions parce que souvent, les gens qui sont kidnappés, le problème, c'est qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe au quotidien. Ils rentrent et puis voilà, merci de m'avoir supporté, de m'avoir aidé à rentrer et on n'entend plus parler d'eux. Et là, voilà, Christophe, je l'avais devant moi, il me racontait tous ces détails. À un moment, il a essayé de crocheter ses menottes et ça s'est resserré sur son bras. Et il pensait qu'il allait perdre le poignet parce que le sang circulait plus. Voilà, on l'emmenait aux toilettes une fois par jour. À un moment, on a oublié de l'attacher. Il était dans... Voilà, plein de petites histoires que voilà, je l'ai écouté comme si c'était un film d'aventure. Et je me suis dit, à la fin du repas, il faudrait faire une bande dessinée avec ça. Et il a dit oui, moi, il était partant. Il ne connaissait pas tellement mon travail parce que j'avais fait que Shenzhen à l'époque.
Et voilà, j'ai toujours repoussé ce projet parce qu'après je suis parti en Corée du Nord. J'ai fait une version qu'après j'ai laissé tomber, que j'ai repris. Donc voilà, c'est un livre que j'ai traîné assez longtemps. À un moment, je me suis dit, bon, ça fait 15 ans que tu réfléchis à cette histoire. euh, Soit tu l'as fait ou soit tu la fais pas. Mais si tu la fais pas, il faudra arrêter de tout le temps y penser. Mais comme c'était toujours là, je me suis dit, c'est peut-être un signe que vraiment c'est une bonne histoire, donc il faut y aller. Alors voilà, je savais que je me lançais dans un projet un peu marathon, parce que c'était quand même beaucoup, beaucoup de pages. Et voilà, après il fallait le tenir jusqu'au bout, donc ça me fait 430 pages, ça m'a pris voilà, 2 ans, 2 ans de travail. Ujú. Bueno, pero igual te retenía un poco la idea de que tú que estabas acostumbrado a dibujar, bueno, espacios abiertos, también habitaciones y lugares cerrados, pero claro, estamos hablando de una historia que se desarrolla en su 80% dentro de una casa, más concretamente de una habitación. A veces juegas un poco con las puertas y demás, pero una habitación. 400 páginas, 360 páginas con una habitación, ¿no es un trabajo imposible? Bueno, imposible no es porque lo tienes ahí, pero ¿no es tremendamente difícil? C'était un challenge quand même, mais et j'y ai tellement pensé longtemps que j'avais une idée de ce que je voulais comme résultat de livre, qui paraît vraiment, comme vous le dites, à l'opposé de ce que j'ai fait, parce que là, on voyage dans une seule pièce, donc c'est limité comme voyage. Par contre, il y a des thèmes qui reviennent. Moi, j'aime bien travailler avec les petits détails. Je me promène à Jérusalem et je regarde les poubelles dans les quartiers palestiniens, et voilà, je peux faire 3 pages là-dessus facilement, parce qu'il y a plein de détails fascinants. Donc j'aime bien travailler avec les tout petits détails, et c'est ce que Christophe m'a apporté. Il m'a apporté plein de petits détails de quelqu'un d'ordinaire dans une situation extraordinaire, et tous ces petits détails devient fou. Euh, Par exemple, il entendait un enfant qui pleurait. Et sauf que là, il est dans une pièce avec menotté, et un jour la porte s'est ouverte et ce petit enfant le regardait voilà, comme un animal curieux. Donc il me racontait cette scène comme étant quelque chose d'extrêmement humiliant, et je comprenais pourquoi. Donc voilà, tous ces petits détails-là me fascinaient. Ça, j'aime bien travailler avec les petits détails. Et il y a aussi la liberté qui revient souvent dans mes albums, peut-être pas de façon frontale, mais quand je me promène en Corée du Nord, on voit bien que les gens qui vivent là-bas on use de leur liberté de façon très restreinte. Moi, quand j'ai quitté le pays, j'ai senti qu'il y avait un mur derrière. Il n'y avait aucun moyen de recontacter ces gens-là. Par Internet, c'est juste impensable. Je leur ai même dit, je pourrais peut-être vous envoyer un DVD avec des trucs, des jeux, parce qu'on parlait de temps en temps de jeux vidéo. Ils me disaient, oh non, surtout pas. Donc voilà, la porte se fermait, et tous ces aspects de liberté que nous, on utilise la liberté. Voilà, je rentre en France demain, je peux aller n'importe où, il n'y a rien qui m'arrête. Et je trouve ça fascinant d'imaginer qu'on peut être privé complètement de sa liberté. Un peu comme quand on était à Jérusalem, il y avait les gens qui étaient à Gaza, il y avait l'opération Plomb Durci. Fait, ces gens-là se faisaient tirer dessus, ils ne pouvaient même pas sortir des quelques kilomètres carrés dans lesquels ils vont vivre toute leur vie. Voilà aussi un sujet qui serait intéressant à traiter au niveau de la liberté. Bon, là, moi, j'avais devant moi quelqu'un qui avait vécu là une expérience extrême, c'est-à-dire qu'on lui enlève toute liberté. Il me disait, quand tu es otage, Christophe me racontait, tu n'as plus aucune décision, c'est-à-dire qu'on décide tout à ta place, c'est-à-dire au moment où tu vas aller aux toilettes, au moment où tu vas manger, sauf pour l'imagination. Et c'est là où tes pensées, c'est là où ils ne peuvent pas les contrôler. Et voilà, il s'enfuyait d'une certaine façon avec son imagination. Bueno, supongo que gran parte de los que nos acompañan hoy aquí han leído el libro, por lo menos tienen noticia de él, pero para los que no, diré que es la historia de un cooperante de una ONG, lo habrán deducido ya, que es secuestrado en Ingusetia, trasladado a Chechenia y encerrado. Él no sabe quién le ha secuestrado, no sabe qué es lo que va a pasar y tiene que mantener, por un lado, la esperanza y, por otro, sufrir pues, esas vejaciones que comentaba aquí ahora mismo, ¿no? ¿Cómo se consigue transmitir ese paso del tiempo, esa desesperanza? Porque tú, por ejemplo, no hablas de todos los días, eliges unos momentos determinados que quizá te apuntó, que menuda memoria, Christophe, también, para situar en un día determinado estos acontecimientos, ¿no? Pero supongo que desechaste algunos y elegiste otros. Claro, ¿cómo se hace eso? J'avais 2 documents. Il y en avait un qui était écrit, qui avait fait l'ONG, où était Christophe peu de temps après, pour avoir vraiment une trace de tout ce qui s'était passé.
Et je me suis basé là-dessus et je l'ai rencontré souvent et je l'ai enregistré très longuement. On a passé presque une journée à s'enregistrer. Et ça, c'est des bandes que j'ai gardées pendant ces 15 années, en fait. Et j'ai travaillé sur ces bandes-là pendant les 2 ans où j'ai fait la bande dessinée. Et heureusement, parce que du coup, avec le temps qui passe, la mémoire de Christophe aussi passe un peu. Et des fois, je l'appelais au téléphone, il me disait, oh ça, je me souviens plus. J'ai dit, mais si, rappelle-toi, moi, je l'avais, c'était enregistré. Et j'ai dit, t'as dit ça. Il dit, ah bon, mais si j'ai dit ça, ça doit être vrai. Donc, ça m'a aidé beaucoup pour avoir tous les détails. On a fait une chronologie. Moi, j'ai fait une chronologie un peu comme j'ai fait finalement avec mes notes quand je travaille sur Chronique de Jérusalem ou Birman, où j'ai refait toutes les 3 mois dans le temps, toutes les anecdotes qu'il m'a racontées. Il y en a qu'on savait parce qu'il y avait des dates précises, le contact radio, les photos qu'il avait prises. On pouvait mettre les jours de la date. Après, il y avait des moments qui m'avaient dit ça c'est au début de septembre parce qu'il commence à faire frais, ils m'ont donné une chemise. Donc voilà, je les mettais dans l'ordre. Et comme ça, j'avais tout un journal de bord de ce qui lui était arrivé et j'ai pu travailler de façon très pointue. Moi, je voulais être très très proche de la réalité pour être en immersion. Je voulais surtout pas. En fait, dès le début, j'avais pris le parti pris de pas. Il y a plein de façons de raconter ça. Je crois qu'au cinéma, de façon hollywoodienne, il y aurait beaucoup d'action quand il se fait kidnapper. Et il y aurait des flashbacks pendant ce temps-là à Paris. Tout le monde s'arrache les cheveux. Qu'est-ce qui va se passer? Donc il y aurait de la musique aussi, évidemment. Et moi, je voulais faire une immersion. Donc je voulais qu'on soit dans la tête de Christophe pour qu'on sente, voilà, pour une fois, que peut vivre quelqu'un qui est complètement privé de liberté, et comment on tient psychologiquement, parce que Christophe me racontait des moments où un soir il s'est vu dire merci et bonsoir au gardien qui l'avait kidnappé, et il s'est dit mais comment ça bonsoir, et il dit mais qu'est-ce que tu es en train de, il se parlait à lui-même un peu, il dit qu'est-ce que tu es en train de raconter, à dire bonsoir à des gens qui t'attachent et qui t'amènent un bol de soupe 3 fois par jour. Et donc il me racontait que là voilà il a décidé d'être d'être en par rapport à eux, de les situer, voilà, de dire eux ce sont mes ennemis, de ne pas mélanger les choses et de ne pas faire semblant non plus d'être gentil pour peut-être avoir des faveurs. Il me disait, moi j'ai envie de sortir de cette histoire si j'en sors, parce qu'il y avait aussi des possibilités qui ne s'en sortent pas. Il y avait eu des exemples avant lui d'otages qui étaient des infirmières qui avaient été tuées, donc il pensait aussi à ça. Mais il disait, si je sors de là, j'ai envie d'en sortir de la façon la plus digne possible. Donc ces gens-là, ce sont mes ennemis, il n'y aura plus de merci et de bonsoir à partir de maintenant. Donc il était rentré en résistance, et ça je trouvais ça passionnant. Et pour le faire ressentir, on ne peut pas juste dire, voilà, je suis rentré en résistance, je leur ai dit, allez vous faire foutre. Donc je voulais que le temps passe, parce que lui au début il se voyait sur 24 heures. Il disait voilà, après le week-end je vais rentrer, je vais pouvoir finir mon budget, parce que là c'est la fin du mois, il faut vraiment revenir au boulot. Il pensait qu'à ça, c'est assez étonnant. Et après, voilà, 3 jours passent, il dit bon, peut-être une semaine. Et il m'expliquait que l'humain ne peut pas avoir un temps indéfini. On ne peut pas se dire je sortirai je ne sais pas quand. Il fallait qu'il se donne une date. Il dit c'est pas une semaine, ça sera 2 semaines. Il dit petit à petit tu commences à réfléchir en termes de mois. Et je voulais qu'on sente ça dans la bande dessinée, qu'on sente les jours qui passent, la routine, tout cet ennui aussi qui soit là, mais que ça soit toujours sous-tendu par qu'est-ce qui va lui arriver. Donc c'était un équilibre à trouver, mais je me fiais beaucoup au récit de Christophe, qui était, moi, quand je l'écoutais, j'en avais des frissons, et voilà, et j'avais envie de simplement retranscrire son récit sans passer en flashback et rester dans l'immersion, pour que ça soit une expérience pour le lecteur. Entiendo que quieras contar esa historia porque es una historia tremendamente potente y así se demuestra, pero desde el punto de vista artístico, Christophe aparece en todas las viñetas. Hay una media de 6 viñetas por página y son 400 y pico páginas. Es decir, tú has dibujado 2.500 veces a Christophe. No sé, no sé si desde el punto de vista artístico eso te creó un problema o no pensaste en ello, simplemente te pusiste. Si, c'était assez frustrant parce que forcément, pendant 300 pages, il est torse nu sur un matelas attaché. Et quand est arrivé le mois de septembre et qu'ils lui ont filé une chemise, je crois que ça a été mon sujet de conversation principal pendant toute la semaine. Et ça m'a libéré. Et aussi, une autre anecdote, je travaillais dans un atelier. J'ai d'abord travaillé dans un atelier où j'étais seul. Et à un moment,
Je dessinais l'histoire d'un gars qui était enfermé et j'étais seul dans mon atelier. Et je me suis dit, ah non, ça. À un moment, j'ai senti le poids. Je me suis dit, il faut que j'aille travailler là où j'ai des copains. Donc, on est une dizaine, on partage en commun un appartement et on partage aussi un scan. Et je me rappelle qu'un jour, il y a donc Dominique, un dessinateur qui était avec moi, qui me ramenait un dessin que j'avais laissé sous le scan et qui me dit. Il dit encore un gars assis, attaché et menotté. Il dit mais ça fait plus d'un an qu'on voit ça sous le scan. Et il me dit mais t'en as pas marre? Et oui, j'en avais marre, mais bon, c'était le principe de l'histoire. Donc il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans sa tête. On sortait d'une façon imaginaire, mais bon, il fallait toujours le dessiner. Et c'est certain qu'à la fin, quand aussi on l'a déménagé et qu'il s'est retrouvé dans un autre espace où qu'il avait un manteau et puis qu'il y avait voilà, donc c'était quand même un soulagement. Mais ouais, je suis content de ne plus avoir à le dessiner, ça c'est sûr. Yo creo de todas maneras que no ha adelgazado lo suficiente, ¿eh? Perdona, pero son 5 meses de encierro comiendo sopa. Ben, à un moment, il a une chemise, donc on ne voit pas trop s'il a perdu du poids. Ça me sauvait. Il perd son pantalon à un moment, donc il a perdu 3, il me disait 3 ou 4 kilos. Ouais, ce qui paraît pas tant que ça, mais bon. ¿No? C'est vrai. Hablando de esto. La barbe avait poussé et puis ouais, voilà, puis ses cheveux n'étaient pas très propres, ça c'est sûr. Pero tenía un poco de barriga, no sé. Oye, hablando de esto, de lo que te lo contó él, tú te has sujetado estrictamente a lo que te contó él, ¿no? Tú no te has inventado nada de nada. Ah non, non, ça aurait été bizarre d'inventer quelque chose dans un contexte comme ça, parce que en plus, si on commence à inventer dans un récit qui est basé sur du réel, ça voudrait dire que tout pourrait être faux. Donc non, non, et puis en plus, il n'y avait pas nécessité à inventer quoi que ce soit. Moi, ce qu'il me racontait était assez intense pour que tout ce qu'il me raconte, je le mette dans le livre. Je m'étais dit d'ailleurs que tous les détails qu'il me racontait, je les mettrais dedans. J'étais tenté de temps en temps de me dire, bon, celui-là, je peux peut-être le sauter, mais je sais pas, j'avais des scrupules et je trouvais que tout était intéressant. Donc finalement, voilà, tous ces petits détails que j'avais notés au début, j'ai finalement tous mis dans le livre. Pour moi, ça faisait un ensemble. Et non, tout est fait par rapport à lui. Je lui envoyais les pages au fur et à mesure à Christophe, donc il les lisait, il me faisait des petits retours, des commentaires, on changeait des fois quelques trucs. Et à un moment, il me disait, qu'est-ce qu'il m'a dit je t'ai rendu à 150 pages, et il me dit, ah oui, mais mes lunettes, en fait, ils sont carrés, ils sont pas rondes. Et je dis, ouais, mais là, c'est on va peut-être pas les changer. Il y avait des détails comme ça des fois, il me faisait des retours, mais alors qu'on était vraiment avancé. À un moment, j'avais fait toutes les pages du début dans la toute première pièce, et il me dit, une fois que je les avais bien terminées, il me dit, ah, mais il y avait des meubles dans cette pièce. Et il m'a fait pire que ça. Alors, au tout début, il dit, ça y est, il dit, cette histoire va revenir vers Paris, on va en parler à mes parents, qui vont en parler à ma sœur, et tout le monde va s'inquiéter pour rien, parce que toute cette histoire va se terminer rapidement. Bon, il avait tort, mais après, il me dit, ah oui, mais j'ai une autre sœur, j'ai 2 sœurs. Ah, je ne savais pas, j'en avais rencontré une, donc évidemment, on change, et voilà, et il dit, ils vont en parler à ma mère, qui va en parler à mes sœurs. Et voilà, le bouquin part, il le relit, on le termine, dernière lecture, le truc est imprimé à un nombre, beaucoup d'exemplaires, il reçoit l'album, il me dit « Ah, mais j'ai aussi un frère !» Et j'ai dit « T'en as beaucoup des comme ça hein, parce que… » Donc on a changé pour la 2e édition, mais… Rassurez-vous, l'édition espagnole voilà, a été corrigée dès le début. Ouais. Te decía lo de la posible fantasía por tu parte porque aunque Christophe sea paradójicamente en un cooperante un experto en historia militar, pues igual no pensaba esas cosas que tú has dibujado, pero que a ti te venía muy bien como alivio a repetir la
la situación permanente de encierro de este hombre, ¿no? Hay, durante algunos tramos, el propio Christophe piensa, repasa la historia militar que conoce y repasa las guerras napoleónicas y la guerra civil estadounidense. Y entonces Guy pues abandona por fin la habitación y hace unos dibujos contando las historias que él le cuenta. No, eso lo estuvo pensando también durante su encierro. Ouais. Et c'est quelque chose que font à peu près tous les gens qui sont kidnappés. En France, il y a un kidnappé assez célèbre qui s'appelle Kaufmann, qui était au Liban, qui vient de la région de Bordeaux et qui est un grand amateur de vin. Et lui, il se faisait toute la région du Bordelais, cépage par cépage, sur chaque château qu'il connaissait assez bien. Donc ça lui faisait passer le temps, parce que c'est ce qui arrive à un moment. Christophe, par exemple, lui, il n'avait pas de livre à lire, pas de crayon pour écrire, pour passer le temps. Donc à un moment, il reste quoi? Il reste les souvenirs et puis il reste l'imagination. Alors les souvenirs, le matin, il disait surtout, il ne faut pas que je pense à ça parce qu'il avait peur de sombrer, de tomber dans la dépression. Et tomber dans la dépression, ça veut dire d'être amorphe et de plus avoir faim, de se laisser aller. Et surtout de ne pas être aux aguets et de pas voir peut-être la faille, l'erreur qu'ils vont faire, qui pourra lui utiliser et profiter pour s'échapper. Donc il tenait vraiment à tenir toujours, il était toujours aux aguets, en haleine. Et donc voilà, il me disait, le problème avec les souvenirs, c'est qu'il me disait, voilà, j'aimerais bien, il repensait à Paris, aller au cinéma, lire les livres qu'il aime, fumer la pipe, et les choses qu'il aime faire, et voilà, et revoir sa famille, évidemment, il repensait à tout ça de façon assez systématique, et sauf qu'après, il disait, ah oui, ma sœur qui va se marier dans 2 semaines, il y avait le mariage de sa sœur qui arrivait, et là, ça le ramenait à sa condition. Il disait, ben, je vais probablement rater ce mariage s'il ne sort pas dans 2 semaines. Et si je ne sors pas dans 2 semaines, ben, je vais sortir quand? Dans 1 mois. Il y a Noël qui arrive. Et là, il commençait à sombrer un peu. Voilà. Donc, les souvenirs, c'était un peu dangereux. Donc, il reste quoi? Il reste l'imagination, finalement. Donc, lui, il se trouve que c'est vraiment un amateur d'histoire. Je me suis promené avec lui dans les rues de Paris. Chaque coin de rue, il a des anecdotes à raconter. Donc c'est très passionnant. Et il aime beaucoup l'histoire militaire. Donc on a illustré, il est capable de faire l'alphabet, et ça il l'a fait, au lieu de faire les Bordelais avec les cépages et avec le vin. Lui, il se faisait l'alphabet au complet de A à Z avec des grands généraux d'empire de l'époque napoléonienne. Donc voilà, performance assez étonnante. Il se refaisait des grandes batailles qu'il connaît par cœur. Et je me rappelle que je lui ai dit, bon, au début, j'ai dit, on va faire 2 batailles dans le livre, on va en illustrer 2, on ne peut pas en faire beaucoup plus. Et je lui dis, je sais pas, laquelle tu veux qu'on fasse. Donc il me disait, il m'a dit au début, on pourrait faire Waterloo, elle est vraiment intéressante. Et j'ai dit, ben là, tu es supposé de te remonter le moral et d'essayer de t'encourager à tenir le coup. Waterloo, c'est quand même une défaite. Donc il a dit, ouais, c'est vrai. Il dit, c'est une défaite, mais bon, voilà, il a une vision d'historien là-dessus qui est assez différente. Et il m'a dit, ouais, on va faire Austerlitz, c'est un peu plus évident. Yo creía que ibas a hacer la de Borodino, que se te veía como lanzado, pero bueno, hasta ahí no llegaste, ¿no? Borodino, oui, on aurait pu le faire, mais comme on terminait avec ça, voilà, on en parlait à la fin. Donc après, je lui ai dit, on pourrait faire une autre bataille, mais comme il connaît aussi très bien les batailles de la guerre de sécession, on est allé faire un tour du côté des États-Unis parce que je voulais pas qu'on croie que voilà, c'est un fou furieux de Napoléon, quoique, mais voilà, il aime bien l'histoire en général, on va dire. Bueno, estos trucos que él va utilizando para no volverse loco en ese encierro verdaderamente demencial al que le han sometido, por otra parte también va minando pues su carácter, ¿no? Yo creo que el retrato que haces de Christophe, que es aceptado por él, como queda claro en esta charla, es un retrato también algo inmisericorde en el sentido de que obviamente no es un héroe, aunque sea un tipo valiente que se va a Ingusetia a hacer el bien y que va mostrando sus propias contradicciones a lo largo del relato, ¿no? Que no demuestra demasiado afán por escaparse, que va asumiendo poco a poco su triste condición. No es un retrato amable, ¿no? Ah oui. Je le vois pas comme ça, mais
Euh, Quand on parle de courage, moi je pense surtout, évidemment, c'est le portrait de quelqu'un ordinaire. Il est administrateur, c'est pas un aventurier. Et il est là pour, oui, pour aider des gens qui sont malades dans le cadre d'une action humanitaire. Donc, il est là pour quelque chose d'assez précis. Après, quand il se fait kidnapper et qu'on pense à, après, il me dit, voilà, des fois je me dis, mais c'est quand même incroyable d'avoir tenu aussi longtemps. Et il me dit, quand on est dans une situation comme ça, c'est assez différent. On est beaucoup sur l'adrénaline et on ne sait pas vraiment, avant que ça arrive, comment on réagirait. Donc ça me fascinait aussi d'y penser. Et moi, je le trouve assez courageux parce qu'à un moment, il a passé 2 mois là-bas et quand il est au téléphone et qu'il a appris qu'on voulait l'échanger pour $1 million, il a quand même eu le courage de dire moi je peux tenir plus longtemps, surtout ne leur donnez pas l'argent. J'en ai parlé à pas mal de gens autour de moi, surtout des administrateurs qui me diraient moi, je leur dirais sortez-moi de là, peu importe ce que ça coûte. Donc là-dessus, je le trouve assez noble et avec une espèce de voilà de côté noble à l'ancienne d'une certaine façon et aussi de ne pas jouer le jeu par rapport à ces otages. Après, quand on décrit un portrait comme ça, un peu comme quand je me dessine moi ou ma compagne dans des bandes dessinées, je ne peux pas faire le tour au complet de toutes les facettes d'un personnage, comme le mien par exemple, c'est-à-dire que je me dessine moi comme étant naïf, comme étant un peu dépassé par les événements et comme étant des fois un peu timide. Ce qui est vrai, mais c'est des facettes qui sont des outils de narration qui fonctionnent très bien avec ce que j'ai envie de raconter, donc je les utilise. Après, si j'ai pas besoin des autres facettes, je ne vais pas les mettre en avant. Christophe, il y avait un peu ça, c'est-à-dire qu'il y a eu des moments de grande angoisse que j'ai peut-être pas mis dans la bande dessinée, aussi parce qu'il me les a pas trop racontés. C'est quelqu'un d'assez réservé, il n'est pas expansif, voilà, il aime bien poser le pour, le contre. Quand on l'invite dans une radio, il veut savoir c'est qui, c'est quelle radio, ça représente quoi. Donc il est très méticuleux comme ça. Et ça se voit dans la façon dont il était dans cette situation-là, essayer de peser à chaque fois le pour et le contre. Quand il savait que la porte pouvait s'ouvrir et derrière, il avait enfin la chance de s'évader. Il a quand même eu la présence d'esprit de se dire je ne peux pas partir là à 4 heures parce qu'il fait soleil et on va tout de suite voir que je suis européen et je ne pourrais pas m'enfuir. Donc il a 2 heures devant lui et pour moi, c'était une des clés de l'histoire. C'est-à-dire que là, il était devant oui ou non, j'essaie de reprendre ma liberté ou pas. En attendant que le soleil tombe, il avait 2 heures où il s'est dit j'y vais pas, j'y vais pas. Il s'est levé, il s'est réassis. Et ça, pour moi, voilà, c'était un moment de narration assez intense. No, no, verdaderamente lo que se nota es que todavía tenía el pensamiento claro y es capaz de pensar en eso justamente, que si sale a la luz del sol, pues le van a identificar más rápidamente. Yo habría salido corriendo de la misma, vamos, veo la puerta abierta y que sea lo que sea, ¿no? Se escapa. No estamos spoileando nada porque está claro que Christophe se lo contó luego a Gil y él lo ha dibujado y lo ha escrito. Así que no hay ningún suspense en esa situación. Se escapa y se encuentra con gente. A mí me ha sorprendido verdaderamente porque se encuentra con gente que incluso en peligro de su propia vida, porque Chechenia no es precisamente Cancún, le ayuda y hace lo que puede por él, sin conocerle de nada, ¿no? Será verdad, ¿no? Estoy seguro de ello, pero resulta sorprendente. Et oui, voilà, c'est des gens qui ont risqué leur vie, parce que dans un contexte tchétchène où c'est des systèmes de société qui sont très claniques, il y a quelques familles qui dirigent le pays, certains sont au pouvoir, d'autres ne le sont pas, et il se trouve qu'il est tombé dans une famille qui ne faisait pas partie du groupe familial qui l'avait kidnappé d'une certaine façon. Enfin, c'est comme ça que lui il l'explique. Eux, voilà, ils ont dit on a quelqu'un qui est en détresse, donc c'est tchétchène, et ils l'ont aidé, sachant qu'il risquait très très gros là-dedans. Et d'ailleurs, après, ils ont eu des problèmes et ils ont demandé d'être réfugiés en France. Et la France les a accueillis, donc maintenant ils sont en dehors du danger. Mais Christophe souligne toujours le fait que
que voilà, les Tchétchènes sont très fidèles et que s'ils ont décidé de vous aider, c'est jusqu'à la mort. Ils vont tenir bon. C'est des gens qui côtoient encore parce qu'ils les revoient souvent. Et voilà, c'est une belle histoire parce qu'à la fin, ils se sont retrouvés en France des années après. Et voilà, il aime souligner ça, la fidélité que ces gens, ces Tchétchènes-là, lui ont sauvé la vie et ils l'ont fait vraiment à leur risque et péril. Bueno, Guy reconoce que cuando dibujaste esa parte te sentiste un poco como liberado, casi como Christophe, de salir de esa habitación que tantas veces habías dibujado. Oui, c'est sûr, oui. Je savais qu'il y avait une grande attente pour le lecteur. Moi, vraiment, le cœur de mon sujet, c'était l'enfermement. Et évidemment, après, le plaisir de dessiner toute la partie où il s'échappe était immense, parce qu'en plus, c'est la fin de l'album. Il y avait enfin des décors à dessiner autres qu'une ampoule et un radiateur. Donc, c'était vraiment intense. En plus, il fallait finir l'album rapidement, donc c'était des grandes pages à dessiner, il fallait aller assez vite. Et juste quand j'étais en train de finir, Christophe, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, ah oui, la cuisine, c'était plus petit, en fait. Il y avait des détails comme ça. Je lui dis, bon, c'est pas très grave, on s'en fout. Et voilà, il y avait des détails qui étaient vraiment... c'est tellement rocambolesque la façon dont il se sort de ça. J'ai voulu le faire de façon très concentrée aussi parce que on arrivait à la fin de l'histoire et tout s'accélère. Et puis ça s'est passé très vite. C'est beaucoup de détails, mais ça s'est passé en 48 heures pratiquement. Donc par rapport au reste qui durait 3 mois, c'est un concentré de temps et d'action, c'est sûr. Et oui, quel plaisir de dessiner ça à la fin de l'album. Y justamente por eso, por esa premura de última hora, terminas la historia sin esperar a regresar a París ni nada, simplemente cuando ya Christophe dice, bueno, estoy libre. Oui, parce que là encore, ce sont des choix narratifs, c'est-à-dire qu'après, il est rentré chez lui, il a vu sa famille, ils se sont pris dans les bras. J'avais pas trop envie de faire ça, moi, les histoires pathos, ça m'intéresse pas des masses. Mais par contre, ce qui m'intéressait, c'était voilà, c'est d'être au grand air et de retourner et de rester avec Christophe. Donc Christophe, voilà, on l'amène en Russie. Et il va rentrer chez lui, mais il reste Christophe, c'est-à-dire qu'on lui dit est-ce qu'il y a quelque chose qui te ferait plaisir? Donc il voulait bien visiter le champ de bataille de Borodino, où il y a eu une bataille célèbre de Napoléon. Et je me disais, voilà, là c'est parfait pour moi, pour terminer, parce que c'est un grand espace et aéré. Et je me disais, c'est parfait pour terminer là-dessus. Voilà, c'est un choix narratif. Ça permettait de terminer aussi assez rapidement et de ne pas faire le voyage et de rentrer chez lui et de voir toute la famille qu'on imagine très bien. Et après, en conclusion, je réponds à la question que tout le monde se demande et qui tient le lecteur en suspense jusqu'à la fin. Est-ce que sa sœur a finalement annulé son mariage ou pas? Je vous laisse le découvrir si vous n'avez pas lu l'album. D'ailleurs, je disais à Christophe, parce que moi-même, quand il m'a raconté toute cette histoire, il me disait, oui, il y avait le mariage de ma sœur qui arrivait et tout ça, et je me demandais si elle allait l'annuler. Et il continue, il me raconte son histoire qui est vraiment extraordinaire et toute la fin. Et à la fin, j'étais là, je l'écoutais, je me disais, mais alors ta sœur, elle s'est mariée ou elle a annulé son mariage? Et il me disait, c'est drôle, mais tout le monde, voilà, tout le monde, l'histoire est pourtant, et à la fin, on dirait le seul truc qui intéresse les gens, c'est si oui ou non ma sœur s'est mariée ou pas. Et dans le livre, ça fonctionne de la même façon. Il y a beaucoup de gens qui me disaient, voilà, et alors la sœur, est-ce qu'elle s'est mariée ou pas? Bueno, la verdad es que en el libro hay muchas referencias a esa boda cuando se va acercando la fecha y demás. Oye, Guy, en cuanto a la realización del álbum, de la novela gráfica, tú básicamente aplicas, no voy a decir un esquema fijo, pero casi, ¿no? 3 columnas de dibujos, a veces generalmente partidos en 2, es decir, 6 viñetas por página. A veces en algunas de esas columnas hay 3 viñetas. Muy rara vez hay una página completa, que en ocasiones en que tú tratas de resaltar pues, lo que está ocurriendo en ese momento. ¿Te resulta una forma cómoda de trabajar? Porque me parece que en tus trabajos anteriores también aplicas casi siempre ese mismo esquema.
J'aime bien le petit format qui est celui que j'avais utilisé pour Pyongyang, Shenzhen et Chroniques de Jérusalem. De faire trois bandes, j'aime bien, je trouve que c'est assez aéré. Et moi, je mets pas beaucoup de texte, donc ça fait des pages assez légères à tourner. J'aime l'équilibre entre le dessin et le texte aussi, que le dessin soit pas trop compliqué à lire et que le texte soit pas trop compliqué non plus. Voilà, ça fait un équilibre qui m'est important. Après, je savais qu'il y aurait beaucoup de pages et je voulais pas que le lecteur puisse s'évader en tournant les pages rapidement parce que contrairement à un film où voilà, le réalisateur décide que le film dure 2 heures, et ben, tout le monde va rester là pendant 2 heures. Alors que l'album, on peut le poser de côté, on peut revenir dessus, le rythme est choisi par le lecteur. Mais je voulais pas que, pour ceux qui sont pressés et qui tournent les pages rapidement, je voulais quand même qu'ils restent enfermés et qu'ils ne puissent pas s'échapper aussi rapidement. Donc il y a quand même quelque chose de physique dans le fait d'avoir beaucoup, beaucoup de pages. Et ça, c'est une expérience de lecture pour avoir lu des mangas qui sont très longs, dans lequel il y a du souffle. Moi, j'aime bien ce genre de bande dessinée et je voulais qu'on s'y retrouve un peu. Et ce format qui est très répétitif, de carré, et a quelque chose aussi d'un peu étouffant. Et c'était parfait parce que là, on parlait de quelqu'un qui étouffait dans la solitude, dans la routine. Et plus je le répétais, plus je me disais, voilà, ça va être, disons, une forme qui va venir chercher le lecteur d'une certaine façon et qui va l'enfermer, qui va l'étouffer. Et après, quand il va enfin ouvrir cette porte, il y aura une grande page. Donc voilà, ce sont des outils que la bande dessinée permet d'avoir. Et moi, je me sens toujours assez, comment dire, quand j'attaque une bande dessinée, je me rends compte qu'il y a plein d'outils narratifs qu'on peut utiliser et je me sens pas du tout frustré pour raconter une histoire, que ce soit Chronique de Jérusalem, où je me rends compte que là, je peux utiliser un texte, là, je peux utiliser une voix, une conversation, une voix off. Il y a plein d'outils qui se mélangent. Moi, je trouve d'une richesse narrative très très grande, la bande dessinée. Et je ne fais pas partie du tout des auteurs de bande dessinée qui rêveraient de faire du cinéma parce que la bande dessinée, c'est le parent pauvre du cinéma. Pour moi, la bande dessinée en soi est une forme narrative extrêmement forte. Et on n'a pas fini d'explorer, je crois, toutes les possibilités qu'elle peut apporter. Je sais que notre génération, avec la bande dessinée indépendante, est allée explorer des endroits qu'elle ne faisait pas avant, comme le reportage. Aujourd'hui, il y a beaucoup de vulgarisation scientifique qui se fait en bande dessinée. Ça se fait très très bien, ça marche très bien. Il y a un côté pédagogique qui marche bien dans la bande dessinée. D'ailleurs, moi, je signe des albums à Angoulême le mois dernier et il y a des professeurs de collège qui sont venus me voir et qui utilisent mes bandes dessinées comme Chronique de Jérusalem dans leurs cours d'histoire. C'est du matériel pédagogique maintenant qu'ils utilisent. Donc voilà, je me dis que s'il y a quelque chose que notre génération a réussi à changer avec la bande dessinée, c'est que maintenant, eh ben, elle rentre dans les écoles, alors qu'avant, c'était inimaginable. Bueno, quizás se debe a que el cómic ha conseguido cierta dignidad editorial, ¿no? Como tú decías, parecía el hermano pobre del cine, no llegaba al nivel de la narrativa en cuanto a profundidad, porque quizá lo que se había hecho era más cómic de aventuras, hasta que de repente, pues hace unos años, poco a poco se va implantando esto que ahora llamamos novela gráfica y que da como resultado pues obras como esta que verdaderamente son de una profundidad tremenda, ¿no? ¿Tú cuándo crees que se produce ese cambio en cuanto a la aceptación social del cómic? Ça s'est fait de façon assez naturelle parce que la bande dessinée, elle a commencé avec les Schtroumpfs et les Culuc dans c'était très enfant. Et après, il y a eu des rébellions, c'est-à-dire que des gens qui travaillaient comme Franquin sont partis, ils sont allés faire, il y a eu Tintin qui était très classique, il y a eu Spirou, on le voit beaucoup par les magazines. Après Spirou, il y a des gens qui travaillaient chez Spirou qui étaient frustrés, qui voulaient faire de l'humour un peu plus adulte, qui sont partis. Il y a eu Gottlieb qui a fait un humour beaucoup plus adolescent. Après, il y a eu des Moebius qui ont amené vraiment quelque chose de nouveau dans la bande dessinée, dans la science-fiction. Et voilà, il y a eu une évolution comme ça avec les auteurs qui devenaient plus adultes, plus matures, et les lecteurs aussi. Ça s'est un peu arrêté à un moment parce que moi, voilà, comme je disais au début, j'avais arrêté de lire de la bande dessinée.
Et voilà, c'est ce que notre génération a apporté, c'est-à-dire un renouveau aussi, c'est-à-dire qu'on peut faire aussi quelque chose de l'ordre du documentaire, on peut faire de l'ordre de la pédagogie, on peut raconter l'histoire de nos parents. Il y a eu beaucoup d'histoires espagnoles en bande dessinée qui racontent la guerre d'Espagne, et c'est des documents extraordinaires. On les a pas nécessairement en film, mais en bande dessinée, voilà, quelqu'un peut raconter l'histoire de son grand-père. Il y en a qui racontent beaucoup des maladies, ils sont passés à travers des maladies, donc voilà, il y a tout un pan de la bande dessinée qui s'est ouvert, qui maintenant existe. Et pour le lecteur, parce que le lecteur est revenu à la bande dessinée, il y a tout un choix. Il y a autant des histoires pour enfants et des histoires d'action et de science-fiction, mais maintenant on peut aller voir. Voilà, il y a par exemple une bande dessinée qui marche très très bien en France, qui est l'histoire. En fait, c'est un scientifique de renom qui s'appelle Thibaut Damour, qui est un spécialiste de la mécanique quantique, qui a fait une bande dessinée qui explique l'histoire de la mécanique quantique, et ça marche très très bien. Donc on voit que la bande dessinée, elle a évolué là avec son public, parce qu'évidemment c'est plutôt des gens de mon âge qui vont aller acheter une bande dessinée sur la mécanique quantique, ça c'est sûr. Claro, cada formato también impone sus leyes y tú igual saliste un poquito de tu zona de confort cuando hiciste los cómics del Inspector Moroni, o te gustó igualmente y lo disfrutaste. Alors ça, Moroni, ça venait à l'époque où je travaillais encore à l'association des petites histoires courtes et beaucoup dans le dessin animé. Et c'était des dessins très différents. Et donc chez Dargaud, ils ont commencé à venir chercher des auteurs qui venaient du monde indépendant pour les faire travailler dans une collection qui était assez innovante et nouvelle. Il n'y a qu'à voir, il y a quand même eu Sfar, il y a eu Lewis Trondheim, il y a eu David B. Et Christophe Blain. Donc tous ces gens-là sont passés dans cette collection. Moi j'y étais, je leur ai proposé quelque chose qui était assez classique comme forme, parce que ça ressemblait beaucoup à ce que je faisais dans le dessin animé, comme un dessin beaucoup plus cartoon, avec une série que moi je voyais à long terme, donc j'avais envie de développer ce personnage-là sur beaucoup, beaucoup d'albums. Bon, il se trouve qu'après le deuxième album, mon éditeur m'a appelé en me disant on aime beaucoup cette série. Alors, il faut se méfier quand notre éditeur nous appelle en disant on aime beaucoup ce que tu fais, mais voilà, mais ça n'a pas trouvé son public, donc c'est la façon polie de dire que ça marche pas du tout et que voilà, on va arrêter cette série. Donc j'ai pas eu le temps de le développer assez, mais bon, maintenant voilà, c'est la première bande dessinée que j'avais fait. Voilà, souvent des séries ne fonctionnent pas, donc voilà, ils ont voulu le rééditer récemment en France, mais bon, je pense pas que ça vaut vraiment la peine, donc on va le laisser où c'est comme étant voilà, une bande dessinée un peu de jeunesse pour moi. Bueno, parece que en cualquier caso, cada cosa que nuestro invitado emprende, pues acaba teniendo éxito, como ocurre, por ejemplo, con la guía del mal padre, que cuenta sus propias andanzas. Sauf Moroni. y bueno, ahí ya va por la tercera entrega. Habrá más seguramente, pero lo que sí va a haber es una serie de animación televisiva, ¿no? Esto ya es jugar en la Champions. Ouais, c'est possible. J'ai été contacté par l'ONF, donc l'Office national du film du Canada. Donc ça me fait plaisir parce que moi je connais bien l'ONF, pour justement travailler sur un projet de série avec le Guide du mauvais père. On me l'avait déjà proposé, mais j'avais pas trop envie de me remettre à l'animation. Là, j'ai eu un peu la faiblesse de dire oui, ce qui fait que je me retrouve à retravailler sur de l'animation. Ça me plaît et ça me plaît pas en même temps parce que je suis obligé de le réaliser. Et du coup, je dois revenir sur des histoires que j'ai fait il y a 3-4 ans et un peu les redessiner et retravailler avec des gens pour le faire bouger. Après, quand ça bouge et ça commence à parler, évidemment, il y a la magie de l'animation qui est assez agréable. Et je me dis, ah, c'est chouette, mais c'est beaucoup de travail, ce qui fait que pendant ce temps-là, je ne fais pas d'autres bandes dessinées. Et là, il faut que je décide si oui ou non, on va essayer de faire une série avec ça. Et voilà, il faudrait que je m'entoure peut-être de plus de gens, mais c'est une question, voilà, c'est une question que je me pose et je n'y ai pas encore répondu. Hombre, si nos preguntas a los presentes en la sala, diríamos no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, porque esto te va a impedir hacer otra novela gráfica y eso va a ser muy doloroso. Oui, il faut que je m'organise avec plus de gens autour de moi et que voilà, je puisse déléguer un maximum de choses, mais c'est assez délicat de déléguer un personnage qui finalement est le mien, dans lequel eux, ils vont peut-être
parler comme moi je le ferais pas ou agir comme je le ferais pas. Donc si c'était un personnage fictif complètement, je pourrais peut-être laisser un peu plus, mais là, en plus, il y aura mes enfants, ma compagne et moi-même, donc j'aimerais bien pouvoir être certain que ça dérape pas trop, d'une certaine façon. Bueno, en cualquier caso, haga lo que haga, quizá con un poco de suerte alguna televisión emita algún día eso cerca de nosotros y podamos verlo. En cualquier caso, yo creo que la obra de Gilles ahí queda y que ha encontrado entre nosotros un hueco importante. Ya estuvo aquí hace 4 años aproximadamente. Oui, c'est ça, ouais, j'étais passé à Bilbao. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? ¿Lo has encontrado muy cambiado? Bueno, En fait, depuis 4 ans, non, ça n'a pas trop changé. Mais là, j'ai pas vu grand-chose. Mais quand je suis arrivé à Bilbao, oui, oui, j'ai beaucoup aimé. Bon, on entend parler de Bilbao d'assez loin. Moi, j'habite à Montpellier, donc c'est pas non plus. J'étais venu en voiture. On avait passé tout un week-end dans la région. Ah oui, c'est magnifique. Il pleuvait un peu, mais bon, on m'a dit que c'est normal. Très beau. Bueno, ha estado lloviendo hasta ayer, o sea que casi se cumple otra vez. Si alguien Oui, je suis de los arrivé ce matin, presentes, donc ça allait. sí. Si alguien de los presentes quiere dirigirse a nuestro invitado para preguntarle cosas, esas 1000 cosas que yo no he preguntado, hay un micrófono por ahí y así seguimos con la charla. Bueno, yo quería preguntarte un poco la técnica, si trabajas en digital o à lápiz y papel. Je travaille avec du papier et du crayon. La plupart du temps, sur Chronique de Jérusalem, par exemple, c'est des grandes feuilles. Je fais la page au complet et je dessine avec de l'encre de Chine, vraiment à l'ancienne, une plume et de l'encre de Chine. Après, par contre, il y a un passage numérique parce qu'une fois que le dessin est fait, je le scanne et je fais la couleur à l'ordinateur parce que c'est quand même beaucoup plus rapide. Et j'essaie de passer le moins de temps possible sur l'ordinateur parce que on passe notre vie devant des écrans, donc je ne suis pas prêt de m'acheter une tablette pour dessiner dessus, parce que bah, ça va, franchement, c'est tellement aliénant d'être devant des écrans le matin, le midi et le soir, que je suis assez heureux d'être devant une feuille de papier et de dessiner avec de l'encre de Chine. Et franchement, au niveau du trait, c'est franchement une technologie qui est assez, qui fonctionne assez bien pour moi. Donc voilà, j'ai pas de désir de passer dans quelque chose de plus électronique. À l'atelier où je suis, quasiment tout le monde est passé à la tablette, mais voilà, ça me fait pas trop envie. Pour s'enfuir, c'était une technique un peu plus différente parce que je voulais avoir un dessin qui était un peu plus réaliste. Et quand on dessine sur des petites cases, c'est plus dur d'avoir un dessin qui est très libéré. Alors que quand on fait des croquis, on est beaucoup plus libéré. Donc je me suis dit, ben, je vais faire chaque case un peu comme un croquis, c'est-à-dire que je prenais des feuilles blanches et je dessinais une case, et je prenais un autre dessin, je faisais l'autre case. Et après, je scannais tout ça et je faisais un montage sur ma page et je pouvais recadrer chaque dessin que je déplaçais. Tac, tac, tac. Donc du coup, ça me permettait de mettre mon texte là et de décaler un peu le dessin. Et ça me permettait d'avoir des pages que j'aurais pas eues en ayant déjà tout dessiné dans des cases. Et ça donnait un côté libéré, parce que des fois, je dessinais 3-4 fois le même dessin pour avoir, voilà, celui-là, il est un peu plus vivant, je vais le prendre. Mais au final, voilà, ça me faisait beaucoup de scans à faire et beaucoup de montage à faire. Et je passais du coup un peu trop de temps sur l'ordinateur, ce que j'aime pas faire. Enfin, j'aime bien le faire pour passer du temps sur Internet et regarder des conneries, mais pour travailler, pas trop. Donc voilà, je sais que je vais revenir à quelque chose de beaucoup plus classique, beaucoup plus formel, parce que le problème aussi quand on dessine sur du numérique, quand on pense à des Bastien Vives ou ces gens qui dessinent très très bien, mais qui dessinent sur des tablettes, et ben quand c'est le temps de faire des expositions ou de voir des originaux, il n'y en a pas. Il n'y a plus de papier, il n'y a plus rien. Je trouve ça un peu dommage. Donc moi, je pense que je vais revenir à quelque chose d'un peu plus classique pour avoir le plaisir d'avoir voilà, toutes mes papiers, toutes mes pages, et si jamais il y a un expo, ce que j'aime pas trop faire, mais au moins il y a des papiers qui existeront. Bueno, yo primero muchas gracias por los tomos. Muchos de ellos me parecen muy pedagógicos, como decía, sobre todo el de Crónicas de Jerusalén. Y quería saber si desde el principio tenía usted claro el ponerse a usted como personaje, o tuvo la tentación de decir, bueno, voy a crear un personaje aparte en el cual yo pueda verme un poco desde
como si fuera una tercera persona. Alors, une personne pour faire quoi exactement? En Shenzhen, cuando empezó a crear, a contar un poco sus propias historias, cuando iba a China, luego a Pyongyang, Birmania, no sé si cuando empezó en el primer tomo en Shenzhen tuvo algún momento en el que usted dijo, bueno, quizás sea mejor crear un personaje con el cual yo puedo contar esto y estoy como un poco más apartado y no lo cuento en primera persona, porque dibujarse a sí mismo siempre es un problema, o sea, además con un estilo ciertamente complejo y a la vez hasta naïf, ¿no? que ayuda mucho a las sensaciones del dibujo. Bah, en fait, ce qui est intéressant, et c'est pour ça que j'ai continué à le faire, parce que je pensais après la Chine de faire qu'un seul personnage, qu'une seule BD autobiographique et après passer à autre chose. Mais quand j'ai fini Shenzhen, je me suis dit, ah, c'est quand même intéressant cette forme narrative, parce que ce que je disais tout à l'heure, on a tout à coup beaucoup d'outils, c'est-à-dire que je peux me mettre moi dans le cadre et pointer du doigt quelque chose que j'ai observé, que j'ai trouvé drôle. Je peux être en dehors du cadre et en parler de façon presque comme un narrateur qui dirait voilà, aujourd'hui il faisait très beau, on s'est promené dans le parc. Donc j'ai plusieurs niveaux de narration qui sont très pratiques pour raconter des souvenirs et qui sont très forts comme outils. Alors finalement, j'ai fait Shenzhen et je me suis dit, c'est quand même intéressant de faire de l'autobiographie parce qu'on a tout ça en main. Et en revenant de Corée du Nord, voilà, je me suis dit, je vais pouvoir retravailler un peu plus cette forme qui finalement me plaisait beaucoup. Et au fur et à mesure, ça me plaît de plus en plus, en fait, d'avoir ce personnage qui est moi, mais qui est aussi un personnage à la fois et qui peut avoir presque cette ambivalence parce que après je peux le décliner, c'est-à-dire que je vais faire le guide du mauvais père parce que je m'inspire de choses qui sont à la maison. D'ailleurs, quand vous me remerciez au début pour mes BD pédagogiques, je pensais que vous alliez dire pour le guide du mauvais père. Et donc voilà, après c'est intéressant comme forme parce que là l'autobiographie, vu que le guide du mauvais père, il n'y a que de l'humour qui est en jeu, je ne suis pas en train de raconter l'histoire d'un pays ou des anecdotes dans un pays, je me permets à ce moment-là voilà, de grossir le trait, d'exagérer un peu une situation, parce que voilà, c'est juste l'humour qui est mis en question. Je ne le ferai pas sur quelque chose qui est basé sur du réel. Là, ça l'est basé, mais à 90-95%. Hola, en tus libros haces una crítica muy ácida, ¿no? Y de unas situaciones muy polémicas. ¿Has tenido represalias en algún momento por describir el ambiente de Corea del Norte, Jerusalén, el padre, somos un mal padre? Sur Israël, non, j'ai reçu quelques emails un peu méchants, mais rien de. J'ai jamais reçu de menaces, pas du tout. Des gens qui n'étaient pas contents, mais je peux comprendre. Après, non, j'ai été invité au festival de Tel Aviv de bande dessinée par des gens qui sont là-bas. Après, moi, j'ai eu des critiques assez élogieuses de gens qui habitent là-bas, qui font de la bande dessinée. Je pense à Safanouka et je pense à Kishka, qui est un dessinateur caricaturiste qui a lu ma bande dessinée et qui a beaucoup aimé. Il en avait parlé sur mon blog. Donc, moi, ça me suffit parce que lui, il vit là-bas, il sait de quoi il parle et il connaît le dessin, il connaît la bande dessinée. Donc, à partir de ça, j'ai fait aussi... j'ai fait une tournée aux États-Unis et j'ai rencontré en fait plein de juifs qui sont venus me faire dédicacer l'album. Des juifs de gauche manifestement en fait parce qu'ils adoraient l'album et qui me disaient à quel point ils trouvaient ça dommage de voir leur pays, etc. Donc non, j'ai plutôt eu des bonnes réponses de cet album. Bonsoir. Je me demande si à l'époque de votre stage à Corée du Nord, est-ce que les autorités locaux lisaient vos notes? Est-ce que vous passez un contrôle ou pas? J'ai pas compris la dernière partie sur le contrôle. Alors, un contrôle, disons, de ce que vous écrivez. Moi, ce que j'ai eu comme information, c'est-à-dire que après que je sois allé en Corée du Nord, il y avait d'autres gens qui, dans l'animation, continuaient à aller en Corée du Nord. Et donc moi, je leur demandais des nouvelles. T'as vu Capitaine Sin et t'as vu machin? Et ils me disaient, oui, ils sont toujours là. Donc ils me racontaient un peu l'histoire de cette boîte d'animation qui continuait.
Après, on a arrêté les relations avec la Corée du Nord parce que ça commençait à apparaître un peu, vu que c'était quand même l'axe du mal. Et j'ai perdu les contacts avec. Après, moi, je sais que la bande dessinée, elle a été lue par les dirigeants. Je ne crois pas que les gens qui sont là à la base l'ont lu parce que les livres circulent pas du tout. Et voilà, ils n'étaient pas contents. Enfin, je ne sais pas comment j'ai eu ces échos, mais ça ne m'étonne pas parce que je donne une image négative du pays. Et eux, voilà, leur travail, quand on est là, c'est un peu nous montrer à quel point c'est un pays qui je sais pas, enfin voilà, un pays qui se bat et qui est fier ou fidèle ou je sais pas quoi. Mais donc voilà, pour eux, c'est peut-être, c'est sûrement un livre c'est un livre qu'ils aiment pas. J'ai rencontré après une fille qui donne des spectacles de marionnettes. Donc voilà, la Corée aime bien inviter ce genre de spectacle qui fait pas de mal à personne. Et c'est une Italienne. Et à un moment, elle me disait, j'ai parlé de la bande dessinée Pyongyang. Et elle dit, je pensais que j'ai failli me faire lyncher. Donc voilà, je crois qu'on n'aime pas trop le livre là-bas. Et je ne vais pas aller me promener en Corée du Nord avant que le régime s'effondre, ça c'est certain. Parce que là, pour le coup, je crois que je ne serais pas bienvenu, je crois. Mais surtout, voilà, on peut se retrouver en prison facilement là-bas. Tenemos tiempo para una última pregunta, si alguien quiere formularla. Pero como no veo... Sí, aquí, por favor. Tenemos un micrófono para que todo el mundo se entere de... Es una pregunta un poco tonta, pero toda la crítica, bueno, te aplaudes, muy bueno tu trabajo, pero ¿qué opina tu mujer de tus cómics, no? De tus novelas gráficas. Al final en ellas también la retratas a ella, a tu familia, cuentas en cierta medida cosas íntimas o bueno, cosas del día a día, pero de vuestra casa. Entonces me gustaría saber el sector crítico de tu familia, ¿qué opina? Alors, intime, je ne suis pas vraiment d'accord parce qu'il y a des auteurs de bandes dessinées qui parlent de leur intimité. Et pour avoir lu des bandes dessinées de Joe Matt, par exemple, je n'arrive pas à comprendre comment on peut raconter son intimité de façon aussi ouverte. Moi, ça reste dans le domaine de l'humour et pas vraiment du privé. Donc, ce qu'elle en pense, il faudrait lui demander parce qu'elle est juste là-bas. Et je ne lui ai pas vraiment demandé son avis. Si, quelquefois, en fait, ça répond finalement à... Et je ne suis pas le seul dans ce cas-là parce que je lisais les bandes dessinées de comment il s'appelle, Bouzard, en fait, qui est un Français, et sa femme, on la voit parce qu'il fait aussi des autobiographies, elle est dans la cuisine et elle pèle les pommes de terre sur tous les albums. C'est le seul truc qu'elle fait. Donc ça devient du coup très très drôle. Moi, il se trouve que j'ai raconté, voilà, c'est un personnage, donc ma compagne devient un personnage, et j'ai pas le temps de faire le tour de toutes les facettes. C'est quelqu'un qui aime rire et qui a beaucoup d'énergie. Par contre, quand elle travaille, elle est très sérieuse. Surtout que quand c'est des missions d'urgence avec une ONG comme Médecins sans frontières, voilà, il faut travailler beaucoup. Et c'est surtout cet aspect-là que moi j'ai vu, que je décris dans l'album, quand on était en Birmanie. Donc, je l'ai fait une fois ou deux et je trouvais ça assez rigolo de la garder dans cet aspect-là, toujours très sérieux. Et je sais qu'à un moment, je la suis en mission, en bus, et il m'arrive plein de problèmes, alors qu'elle, elle passe au travers de tout ça très facilement parce qu'elle avait l'habitude d'y aller. Donc je trouvais ça assez comique de garder cet angle-là. J'aurais pu faire un portrait beaucoup plus global et généreux, mais il se trouve que voilà, j'ai pas le temps de faire tout ça dans la bande dessinée, et ça se résume à presque un seul point de vue. Ouais. La même chose pour les enfants et la même chose pour les gens qui m'entourent, que je mets dans la bande dessinée, comme mon voisin à Jérusalem, ou le curé que j'ai rencontré, protestant, qui aime les films d'horreur et qui fume des clopes, et qui ne devrait pas fumer des clopes. Et donc voilà, c'est toujours un aspect qui est toujours un peu caricatural, forcément, vu que c'est de l'humour. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Queremos agradecer una vez más a la Biblioteca Municipal de Bilbao que nos ha acogido y, por supuesto, al Instituto Francés y a la editorial Astiberri que nos han traído aquí de Lille. A él, por supuesto, su amabilidad por darnos una charla tan interesante en todos los sentidos. Y les recuerdo, porque está anunciado ahí, que está la librería Joker ahí fuera con un montón de libros de Guil para que, si ustedes quieren que él se lo dedique, ya sabe que
acostumbran, los que no son habituales del mundo del cómic, en el caso de los dibujantes acostumbran a acompañarlo con un dibujo, así que es un proceso un poco largo y la biblioteca querrá cerrar, así que suspendemos aquí la charla y ahora ustedes mismos tienen acceso directo a Guy para que les dibuje lo que crea conveniente. Muchas gracias. Gracias.